Comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques? L'auteur de La pensée extrême, Gérald Bronner, est l'invité du Grand Angle. Bonsoir Gérald Bronner. Bonsoir. Alors vous êtes sociologue, professeur à l'Université Paris 7. Vous êtes, on peut dire, un spécialiste des comportements collectifs, des croyances et notamment des phénomènes sectaires. Vous avez déjà publié une douzaine d'ouvrages. Dernièrement, La planète des hommes, Réenchanter le risque. Et puis cette réédition donc, de La pensée extrême, Comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques au PUF, donc les presses universitaires de France. Alors d'abord une explication du titre de votre livre, Comment définir la pensée extrême? Oui, et puis son sous-titre aussi qui pourrait paraître presque comme une provocation. La pensée extrême, en fait, l'extrémisme qui m'intéresse, je le définirais tout simplement comme ça. C'est le fanatisme, c'est adhérer radicalement à des idées radicales. Quand vous avez ces deux composantes, généralement, vous avez un assez bon profilage de ce que c'est qu'un fanatique. Donc c'est une pensée qui anime, vous le dites dans le livre, les fanatiques, les radicaux, les terroristes, les fous, même on peut se poser la question de la folie, mais pas seulement. Non, parce que dans le fond, nous sommes tous des radicaux. C'est-à-dire que nous adhérons tous radicalement à certaines idées. Et tant mieux d'ailleurs, en l'occurrence pour la République, tant mieux pour la vie démocratique. Par exemple, je condamne, et je pense que tout le monde parmi vos auditeurs condamneront comme moi, par exemple l'esclavage, inconditionnellement. Donc j'adhère radicalement à cette idée. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'histoire des idées, puisque même Aristote pensait que condamner l'esclavage, mais qu'il y avait des intérêts économiques. Aujourd'hui, ce serait totalement inaudible de défendre l'esclavage au prétexte d'intérêts économiques, et fort heureusement. Donc nous sommes radicaux, mais cette idée-là n'est pas radicale en elle-même. Elle n'est pas radicale tout simplement parce qu'elle a une charge universaliste. La condamnation de l'esclavage, c'est tout simplement la reconnaissance de l'égalité des hommes et des femmes entre eux, n'est-ce pas? Et donc cette idée-là n'est pas radicale. Donc nous adhérons radicalement à des idées qui ne sont pas radicales. Quand c'est les deux ensemble, en revanche, eh ben, c'est ce qu'on appelle le fanatisme ou la pensée extrême. Alors justement, comment, ça c'est le sous-titre de votre livre, comment des hommes ordinaires, qu'est-ce que ça veut dire un homme ordinaire d'ailleurs, deviennent des fanatiques? Oui, c'est vrai que le sous-titre peut sembler un peu provocateur, parce que quand ces individus, par exemple dans le cas des attentats de Paris ou ailleurs, provoquent des actes qui relèvent de la barbarie morale, et je les condamne inconditionnellement, on a envie de renvoyer ces individus à une forme d'inhumanité ou de psychopathologie. On dit ils sont fous, ils sont fondamentalement mauvais, ce ne sont plus des humains. Tout ça, une définition du fanatisme, dévouement absolu exclusif à une cause qui pousse à l'intolérance religieuse ou politique et conduit à des actes de violence. Oui, voilà, qui fait un peu écho finalement à la définition que j'en proposais. Et le problème à propos justement de ces individus ordinaires qui basculent, c'est que ça reste des êtres humains et du point de vue de leur évaluation psychiatrique, parce que c'est pas comme si ça n'avait pas été fait, la plupart d'entre eux, il y a des fous dans le tas, mais globalement sont des individus qui sont normaux psychiatriquement, qui ont même un sens normal de la morale, ce qui peut sembler complètement déconcertant, mais il ne faut pas oublier que ces gens qui commettent le pire le font la plupart du temps au nom du bien, enfin en tout cas de l'idée qu'ils se font du bien. Justement, j'allais vous poser la question, des gens comme Kouachi, les frères Kouachi, Abdeslam, les Abrini, ces gens comme ça, ce sont des hommes ordinaire d'une certaine manière. Alors après, il faut voir individuellement. Là, en l'occurrence, sur les frères Kouachi, d'abord, c'est deux profils bien différents. Entre Chérif et son frère, il y en a un qui s'est déjà abîmé dans la petite délinquance, l'autre qui se radicalise bien avant son frère. Et donc, évidemment, ils ont un parcours social un peu particulier. Donc, la première hypothèse qui vient quand on voit ces parcours-là, c'est de dire, mais en fait, ok, peut-être ce sont des hommes ordinaires du point de vue psychiatrique, mais d'un autre côté, socialement, ils sont marqués par la délinquance, par un manque d'éducation. C'est la misère qui crée le fanatisme et le terrorisme. Mais c'est statistiquement faux, encore une fois. Non seulement c'est faux si on parle de la déradicalisation djihadiste pour les réseaux Al-Qaïda, parce qu'il y a eu un beau livre de Seidman qui a montré que statistiquement, ces individus avaient plutôt un niveau d'études supérieur à la moyenne nationale. Et par ailleurs, c'est vraiment faux, évidemment, pour l'extrême gauche, les brigades rouges, etc. On pourrait se demander pour Daesh, à l'heure actuelle, parce qu'on dit là, il y a un recrutement qui n'est pas de même nature. On pouvait se dire ça il y a encore quelques semaines, parce que vient de paraître à peine, il y a un mois, par l'école militaire américaine, un rapport qui a été fait sur les engagés dans Daesh, les engagés étrangers. Vous savez, c'est un repenti de Daesh qui a donné ces choses notamment à NBC. On s'est interrogé, on s'est demandé est-ce que ces données étaient fiables. Elles le sont très probablement après un certain nombre de recoupements. Et qu'est-ce qu'on constate? Bien, encore une fois, que la majeure partie de ces troupes ont plutôt un niveau d'études, je dirais, supérieur à leur moyenne nationale. Évidemment, toute chose se comparant à l'Afghanistan, c'est pas la France en termes de niveau d'éducation. Mais si on compare par rapport à leur moyenne nationale, ce n'est pas absolument la misère, le manque d'éducation, malheureusement, sinon la solution serait simple, eh bien, qui fertilise ces terreaux.
Par contre, vous insistez sur un autre phénomène dans votre livre. C'est un phénomène qu'on retrouve chez beaucoup de ces fanatiques, un phénomène de frustration et de déracinement. Voilà, ça c'est... Pour ce qui explique l'entrée en radicalité, comme vous dites. Absolument, c'est un des facteurs. Il faut bien comprendre que c'est un problème extrêmement complexe. Donc généralement, quand vous avez un interlocuteur qui vous dit « le terrorisme, c'est causé par A », méfiez-vous. C'est un phénomène éminemment multifactoriel. Et parmi ces facteurs, il y a effectivement ce qu'on appelle la frustration relative. Qu'est-ce que c'est la frustration relative? C'est simplement l'idée que je me fais de ce à quoi j'ai droit. Et finalement, je compare par rapport à ce que la vie m'a donné. Et si cet écart est trop fort, ce qu'on appelle la frustration relative, eh bien, il y a toute une série de conséquences qui peut y avoir. Par exemple, c'est un sentiment qui est suicidogène, c'est-à-dire qu'on sait qu'un certain nombre de suicides s'expliquent par cette frustration relative. Alors, évidemment, tous les frustrés relatifs, pour les appeler comme ça, ne passent pas à l'acte. Heureusement, parce que les démocraties sont les systèmes qui provoquent le plus de frustration, puisque ce sont nos systèmes politiques qui promettent le plus, évidemment. Mais comme il n'y a pas plus de place d'élus que dans d'autres systèmes sociaux, la frustration y est beaucoup plus forte. C'est pour ça que les peuples démocratiques, c'est ce que disait Alexis de Tocqueville, les peuples démocratiques ont souvent une mélancolie et une rancœur face au pouvoir. Ils ont l'impression que la vie ne leur a pas donné tout à fait ce à quoi ils avaient droit. Ça, c'est pour la frustration. Le déracinement. Le déracinement, après, il y a évidemment des questions d'identité dans tout cela. Évidemment, si on parle de la radicalisation djihadiste, c'est évident qu'un des thèmes récurrents, c'est le sentiment, disons, d'humiliation et de déclassement qu'il y a dans les opinions publiques musulmanes, pas seulement chez les radicaux en l'occurrence, y compris chez les philosophes, disons, d'origine musulmane, tout au long du XXe siècle, un sentiment qu'il y a des populations qui ont raté le train, si vous voulez, de l'industrialisation, de la modernité, et une des solutions, une des explications possibles, n'est-ce pas, pas la seule, mais une des explications possibles, c'est par exemple la théorie du complot. Et c'est typiquement ce type de narration que vous trouvez dans les vidéos de Daesh, par exemple, ou dans les vidéos de Omar Homsen, dont on a découvert récemment qu'il était encore vivant. On croyait qu'il était mort. Les vidéos HH19, c'est un des grands recruteurs du djihadisme contemporain en France, à Nice en particulier. Et bien, que vous disent ces vidéos? Elles vous racontent l'histoire des peuples musulmans comme l'histoire d'un déclassement qui est dû, en fait, en grande partie à la volonté de l'Occident d'opprimer ces peuples musulmans. Alors, Gérald Bronner, ce livre date, la première édition de ce livre date de 2009. Qu'est-ce que le sociologue retient des événements tragiques de ces derniers mois, notamment en France, en Belgique? Autrement dit, qu'est-ce que ces événements plus récents nous révèlent de la pensée extrême? Malheureusement, rien de nouveau. On voit des individus, encore une fois, qui n'ont pas forcément les caractéristiques que l'on imagine d'un point de vue stéréotypique. Et puis, par ailleurs, on voit qu'ils sont animés par une idéologie. Il ne faut surtout pas mettre de côté bien sûr qu'il y a des facteurs sociaux, économiques, on l'a dit, la frustration relative, mais il y a aussi des facteurs cognitifs. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas sous-estimer le caractère attractif que ces idéologies ont pour les esprits. Si vous jetez un coup d'œil, par exemple, sur la revue de Daesh, que ce soit Dabiq en anglais ou la version française, vous serez surpris, je dirais, de la nature, de l'épaisseur argumentative au niveau théologique de ce qui est proposé, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des propos comme on l'imagine, totalement grotesques. Tout est faux, bien sûr, mais c'est très argumenté et on peut comprendre que ça soit convaincant pour un esprit qui a envie, qui a le désir de relire son histoire personnelle pour la sauver de son indignité. Alors, ce qu'on trouve aussi beaucoup dans votre livre, c'est d'ailleurs une grande partie du livre, c'est que l'islamisme radical n'est qu'une manifestation parmi d'autres de la pensée extrême. Évidemment. D'abord, l'histoire nous l'a montré. Il y a bien d'autres, et notamment la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, nous a dramatiquement montré qu'il y avait d'autres expressions de la radicalité mentale que le seul islamisme. On peut penser, par exemple, au livre de l'historien américain Christopher Browning sur les hommes ordinaires de la Shoah par balle en Pologne, par exemple. On en voit la couverture là. C'est des simples soldats qui, par conditionnement, par soumission à l'autorité, en fait, devenaient des tueurs, quoi. Absolument. Ce fait que je souligne dans mon livre a été constaté par bien d'autres penseurs, évidemment, notamment à l'occasion de la barbarie nazie. Et justement, d'ailleurs, les controverses étaient exactement les mêmes. On avait du mal à associer ces barbaries à l'idée que ça avait été produit par des hommes. C'est vrai qu'il y a un réflexe mental qui refuse de voir dans ces actions un miroir déformant possible de notre propre mentalité. Et alors, ce qui est plus surprenant, par exemple, vous évoquez le monde de l'art qui, selon vous, n'échappe pas à la pensée extrême. Par exemple, les impressionnistes sont d'une certaine manière des penseurs extrêmes. N'exagérons rien. C'est vous qui l'écrivez. Ce que je dis très exactement, c'est que l'art, si vous voulez, l'histoire de l'art tout au long, à la fin du 19e siècle et au long du 20e siècle, c'est une histoire
qui progresse par polémique, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on essaye de contester les normes précédentes. Les fauvistes vont contester, par exemple, les normes de l'utilisation de la couleur, le cubisme, celui de la forme, l'abstraction, celui de la formalisation, etc., etc. Et si vous voulez, incrémentiellement, parce que ça c'est un autre mécanisme de la radicalité, c'est que c'est souvent un escalier dont les premières marches sont toutes petites et qui nous conduisent sans qu'on s'en aperçoive, tout en étant, disons, subjectivement rationnel, vers les sommets qui nous éloignent du sens, du bon sens ordinaire. C'est exactement ce qui est arrivé à l'art contemporain. Petit à petit, les productions de l'art contemporain, sans que j'ai à juger en bien ou en mal de ces productions, elles sont complètement déconnectées de la logique et des normes esthétiques ordinaires, à tel point d'ailleurs que certaines de ces productions paraissent un peu folles, parce qu'il y a quand même des individus qui se mettent en danger eux-mêmes, n'est-ce pas, en produisant, se mettent en danger de mort en produisant leur œuvre, parce qu'eux aussi, ils ont une idée inconditionnelle fixe, celle de produire de l'art. Alors, une dernière question importante, on n'aura pas le temps de l'aborder à fond, c'est comment convaincre un croyant d'abandonner ses idées. Vous en parlez aussi, c'est ce qu'on appelle la déradicalisation des fanatiques. Est-ce que c'est possible? Je pense que c'est possible, mais pas forcément comme on le croit. C'est-à-dire que je ne crois pas à la déradicalisation dans la mesure où on ne peut pas retirer une croyance d'un cerveau. Mais en revanche, ce qu'on peut faire, c'est stimuler son système immunitaire intellectuel pour qu'il revisite non pas ses croyances, mais les processus intellectuels qui, justement, incrémentiellement, progressivement, l'ont conduit à adopter des expressions dangereuses de certaines idées. Merci Gérald Bronner. Beaucoup d'autres choses encore dans votre livre qu'on a fait que survoler. La pensée extrême aux éditions Presse universitaire de France. Merci d'être venu en parler sur le plateau du 64 minutes.